Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à votre émission 5 sur 5 sur la chaîne africaine de télévision. Nous avons l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui une personnalité à double casquette. Il est commissaire de police de classe exceptionnelle à la retraite. Il est également enseignant à l'École nationale de police. Il est aussi écrivain, mais il est beaucoup connu dans le milieu du football. Vous devinez, il s'agit bien évidemment de M. Drissa Traoré, dit Saboteur. M. Drissa Traoré, dit Saboteur, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, monsieur l'entraîneur, je vous ai attribué plusieurs casquettes ici. Est-ce que vous avez des compléments? Oui, effectivement, comme vous l'avez dit, sur le plan sécuritaire, j'étais commissaire de police de classe exceptionnelle, admis à la retraite. J'ai été chef de la sécurité présidentielle sous le président de la Misana. J'ai été coordinateur général des renseignements généraux de Haute-Volta. J'ai été commandant de la CRS de Haute-Volta. Et ça, ce sont les grandes missions que j'ai occupées au niveau sécuritaire. Au niveau international, j'ai été chef des opérations et de l'information des Nations Unies au Burundi pendant 2 ans. Alors, au niveau des différentes formations, j'ai fait l'école de guerre de Marines aux États-Unis en 1970 et j'ai fait l'académie de police également aux États-Unis. Je suis expert outil et je suis breveté parachutiste. Alors, on comprend bien évidemment que vous êtes un homme bien averti, vous êtes bardé de plusieurs diplômes. Alors, M. Drissa Traoré, dit Saboteur, pour introduire, nous allons parler du terrorisme. Puisque vous êtes également docteur en criminologie, vous avez écrit plusieurs livres, justement donc allant dans ce sens. Aujourd'hui, le Burkina Faso est confronté aux attaques terroristes. En tant que docteur en criminologie, comment pouvez-vous, ou quelle est votre lecture de la situation sécuritaire du Burkina Faso actuellement? Oui, effectivement, comme on le dit, du point de vue criminologique, le terrorisme, c'est l'utilisation de la force en vue d'obtenir un objet, en vue d'atteindre un but. C'est-à-dire tout acte qu'un ou des individus posent par la force pour atteindre un but, c'est ce qu'on est qualifié de terroriste. Le terrorisme peut être vu sous plusieurs angles, c'est-à-dire les mobiles. Ça peut être des mobiles idéologiques, ça peut être des mobiles politiques, ça peut être des mobiles crapuleux, c'est-à-dire que ceux qui posent des actions, des infractions de droit commun, qui ne constituent pas des infractions idéologiques ou religieuses. Alors, ça peut être aussi des règlements de comptes, ça peut être aussi dans les conflits de travail, ça peut être dans les conflits de famille. Et vous savez que les terroristes, normalement, quand on parle de terroristes, il faut immédiatement ajouter la prise d'otages. Puisque lorsque les terroristes, souvent, ils peuvent perpétrer des actions. Et si c'est idéologique, par exemple, non seulement ils peuvent éliminer des personnes ou des biens, mais ils peuvent aussi prendre des personnes qui sont très reconnues, qui sont célèbres, pour que sur le plan international, qu'on dise qu'ils ont réussi tel coup. Oui, mais justement, sur ce point, M. Drissa Traoré, dit Saboteur, on se rappelle très bien qu'à l'époque de l'ancien président Blaise Compaoré, il y a eu beaucoup d'otages aux mains de ces terroristes qui ont été par la suite libérés suite à des négociations. Mais actuellement, ce n'est pas le cas. Chaque fois qu'il y a une attaque, même contre des personnalités, et je fais un peu référence au maire de Djibo qui a été assassiné tout récemment, il n'y a pas de prise d'otage, mais c'est systématiquement l'élimination. Quel est ce type de terrorisme? Bon, il faut dire que depuis le début des attaques, quand ça a commencé, disons que on n'a pas pris les mesures, préventives en son temps. Et donc, c'est les éléments qui étaient commandités pour nous attaquer à l'époque venaient surtout de l'extérieur. Et ils utilisaient nos nationaux pour avoir des renseignements, pour pouvoir frapper là où il fallait frapper.
Mais au fur et à mesure qu'on a laissé faire, puisque les mesures préventives n'ont pas été, en tout cas, fermes, si bien que les gens ont réussi maintenant à endoctriner des nationaux qui ont pris le relais. Et comme les nationaux ont pris le relais, c'est ça qui a fait que maintenant c'est devenu compliqué, puisque nos nationaux-là vivent avec leurs frères dans les villages. Ils sont dans les bars, ils sont au marché et ils observent tout. Après, c'est eux qui s'en vont se préparer pour venir attaquer telle ou telle cible. Donc c'est ce qui fait qu'actuellement, la situation est devenue plus dangereuse. Alors, ils agissent souvent dans des zones où, par exemple, il y a la précarité sociale. Donc le recrutement des jeunes, c'est très facile, parce que quand on vient proposer à des jeunes, par exemple, 200 000 francs, un jeune qui est là, peut-être qu'il peut faire un an sans avoir même 50 000, on vient lui proposer 200 000 pour dire, voilà, il faut venir avec nous, tu nous donnes des renseignements, tu nous donnes ceci. Et donc, finalement, pratiquement dans les villages, les gens ont commencé donc, à endoctriner les gens. Alors, ce qu'il y a, moi je pense que ce qu'il faut faire, il faut qu'il y ait l'éveil de la conscience, c'est-à-dire le sentiment national. Tant qu'il n'y aura pas le sentiment national, la situation va être très difficile. Mais c'est pas ce que vient de faire le président, Roch-Marc Christian Kaboré, en ordonnant le recrutement des volontaires. Le sentiment national, oui, c'est un problème qui se prépare. Il faut que tous les Burkinabés sentent que, ça dit qu'on est un, et que le pays est en danger, et que chacun doit pouvoir prendre ses responsabilités. Je vous donne l'exemple, par exemple, de la Tunisie. Lorsque vous partez en Tunisie, vous allez voir au niveau de tous les édifices, tous les bâtiments, privés ou publics, il y a des drapeaux qui sont sur chaque bâtiment, même les bâtiments des citoyens. Oui. Alors, ça, c'est un sentiment, nationaliste. Vous allez partir, par exemple, vous allez prendre un taximan. Quand vous arrivez à Tunis, vous prenez un taximan. Le taximan vous prend, il dit « Bonne arrivée, monsieur, en terre tunisienne ». Là où il vous dépose, dès qu'il vous dépose, automatiquement, il alerte les services spéciaux qu'il faut pour dire que je viens de déposer tel étranger à tel endroit. Ou bien dans le quartier, et quand vous arrivez en Tunisie, vous êtes dans un quartier, on vous a vu, on signale tout de suite qu'on a vu quelqu'un habituellement qui n'était pas ici. Alors, il faut venir contrôler pour voir qui est cette personne-là. Alors, donc, ce qui fait que quand dans le pays, chaque citoyen se sent responsable, chaque citoyen se sent concerné, c'est ce que moi j'appelle le sentiment national. D'accord. Alors, ce n'est pas le cas au Burkina? Non, pour le moment, ce n'est pas le cas, puisque quand on regarde, quand on écoute, il y a certains, quand ils les écoutent parler, que ce soit à la presse ou dans les journaux, ou bien en tout cas dans certaines émissions internationales, certains parlent comme s'ils n'étaient pas concernés. Alors que tout Burkinabé, digne de foi, doit être concerné face à cette situation-là. Et je dis que rien n'est tard, il suffit seulement d'un sursaut national. Et que chaque Burkinabé, surtout, œuvre dans le domaine du renseignement. Il faut que les Burkinabés jouent pleinement le rôle de renseigner effectivement les forces de défense et de sécurité. Alors, mais apparemment, monsieur Idrissa Traoré du Saboteur, on a des problèmes de renseignement auprès même des hommes avertis, des hommes formés pour cela. Est-ce que vous avez ce même sentiment? Bon, comme c'est à la télévision, il y a des choses que je ne peux pas dire ça d'une manière ouverte, oui, mais je dis que le sentiment que j'ai, il faut que tout Burkinabé, qu'il soit dans les services officiels de défense ou de sécurité, qu'il soit civil, il faut que chacun soit conscient du rôle qu'on doit jouer. Voilà. Et donc, ça, c'est très important. Ce n'est pas une question de dire que c'est Pierre ou Paul qui est président. Ce n'est pas une question de dire que Pierre ou Paul qui est ministre de la Sécurité. Et dans tous les cas, chacun est responsable de la sécurité du pays. Alors, vous avez énuméré également, relevé le fait qu'il a manqué un peu de l'anticipation. Alors, que fallait-il faire concrètement? Oui, mais puisque ce que moi j'ai vu, en tout cas, il y a eu beaucoup de négligence.
parce qu'on a minimisé la situation, on a dit que bon, ce sont des cas qui arrivent isolement, et que dans tous les pays, il y a des attaques terroristes, que ce soit aux États-Unis, en France et autres. Chaque fois, on entendait ce même refrain. Quand ça a commencé, moi, personnellement, je sais que j'ai eu à dire à des gens, en tout cas à qui de droit, j'ai eu à dire à des gens, ça vaut plus d'1 an et demi, que de faire beaucoup attention dans les attaques qui se préparent, parce que je constate que les gens veulent préparer une rébellion. Pour moi-même, c'était une rébellion. Et j'ai dit que les gens veulent occuper des portions de notre territoire. Lorsque les gens veulent occuper des portions d'un territoire, ce n'est plus le terrorisme, c'est une rébellion. Et si des nationaux sont maintenant organisés et qui sont dans ces attaques-là, ça dit qu'à un moment donné, la communauté internationale va dire que c'est entre Burkinabés. C'est des conflits entre Burkinabés. Et donc, ça va être des groupes armés et vous allez voir surgir des Burkinabés devant ces éléments-là pour dire qu'ils sont telle ou telle personne. C'est eux qui gèrent cette fraction, cette rébellion dans le nord ou à l'est. Et si bien que ça va être très difficile. Il faut normalement créer des unités opérationnelles. Des unités opérationnelles à partir de long de toutes les frontières, depuis le Niger, le Mali, en descendant jusqu'à vers la Côte d'Ivoire. Et donc, faire en sorte que, je donne un exemple, par exemple sur à peu près 150 km, on crée des unités opérationnelles, c'est-à-dire des camps militaires qui sont créés dans telle zone. Et on fait des recrutements spéciaux, des unités spéciales, des militaires, gendarmes et policiers qui sont recrutés, et c'est un corps spécial. Le corps spécial, ils auront leur tenue et ils auront un statut particulier, ils auront des avantages compte tenu des dangers qu'ils vont encourir. Et donc, ceux qui seront dans ce corps-là pourront avancer rapidement en grade. C'est-à-dire c'est des unités d'élite qu'on va former, qu'on va envoyer. Donc, chaque 150 km, il y aura une unité opérationnelle. Cette unité opérationnelle aura un chef, un commandant opérationnel, et chaque 150 km, une autre unité avec des éléments blindés, des éléments terrestres. Et puis, maintenant, l'ensemble de toutes ces opérations-là, il y aura peut-être 2 généraux qui vont coiffer l'ensemble de toutes ces opérations le long de la bande. Là. Et ces éléments-là seront des camps militaires qui seront là-bas. Ces gens seront des unités spéciales et affectés dans ces zones. Mais justement, quelle sera un peu la différence si effectivement donc, ces unités venaient à voir le jour avec ce qu'on a actuellement, avec des camps qui sont régulièrement attaqués? Des camps, donc, puisque si les camps ne sont pas bien structurés, quand je dis on doit mettre des camps, ça dit que toutes les dispositions sont prises. Ça dit que ces camps seront construits et avec des murs, avec des barbelés électriques, tout et tout. On ne peut même pas avoir accès là-bas. Et ces camps-là auront tout ce qu'il faut, que ce soit les blindés, et puis il y aura des hélicoptères qui vont entre 2 unités, 150 km. Voilà, il y aura des hélicoptères qui font la navette entre chaque mouvement. Il y aura une fluidité dans la mobilité, une rapidité dans la mobilité. Voilà, donc des hélicoptères qui sont là, il y aura tous les 1000 et quelques kilomètres là, et donc plusieurs hélicoptères seront affectés. Et là, il faut serrer la ceinture. C'est-à-dire, par exemple, moi je sais qu'avec Israël, on peut prendre du crédit, on peut prendre des avions, des hélicoptères en crédit avec les Israéliens. Et avec des moniteurs qui vont venir et qui vont former des gens. Et là, en ce moment-là, vous allez voir, l'Algérie a fait ça. L'Algérie a fait le long des frontières algériennes et ils ont créé des unités. Et ils ont des hélicoptères, ils ont des corps spéciaux qui sont le long de ces bandes-là. Et ces éléments qu'on doit créer, qu'on doit former, ça va être un corps spécial, avec un statut spécial, avec tous les avantages qu'il faut, puisqu'il y a des risques. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, M. Drissa Traoré, dit saboteur. Je précise que vous êtes docteur en criminologie. Alors, maintenant, à quand le bout de tunnel, est-ce que vous pensez réellement
que ces attaques terroristes-là prendront fin d'ici là. Est-ce que c'est le sentiment que vous avez actuellement au regard du contexte? Ça va être très difficile. Même si vous avez fait des propositions de création d'unités spéciales. Non, ça peut prendre fin, mais ce n'est pas dans l'immédiat. Ce n'est pas dans l'immédiat. Puisque on a encore quoi? 1 année, 2 ans? Bon, ça, on ne peut pas le savoir. Ça dépend de comment nous allons nous organiser. Oui. Si on fait, par exemple, on prend comme si actuellement nous sommes attaqués et que ça devient une guerre généralisée. La guerre généralisée, c'est-à-dire qu'en ce moment-là, tout le monde est mobilisé. Que ce soit les anciens militaires à la retraite, chacun est mobilisé et chacun joue un rôle selon ton âge, selon ta capacité physique. Ceux qui sont gendarmes à la retraite, et tous sont mobilisés. Chacun joue un rôle selon ta capacité physique. Ceux qui sont policiers à la retraite, tout le monde est mobilisé et chacun joue un rôle déterminé. Et ça, c'est sur l'ensemble du territoire. S'il y a cette prise de conscience collective au niveau du pays, on considère que nous sommes attaqués partout, c'est une guerre généralisée. Vous allez voir que, en tout cas, pour que les terroristes puissent s'implanter, puisque quand ces gars-là viennent maintenant, puisqu'ils travaillent avec nos frères et nos sœurs qui sont dans les villages. Mais si ça devient une guerre généralisée et qu'il y a une prise de conscience collective, je pense que s'ils n'ont pas la capacité de venir s'implanter, de venir prendre contact avec les gens, quand ils vont venir, ils n'auront pas de relais, ils n'auront pas de sources de renseignement. Par exemple, on sait que quand ils viennent dans certaines régions, ils ont des agents de renseignement qui leur donnent de l'argent. Quand ils arrivent, on leur dit « Ah, il y a les militaires qui viennent de passer ici il y a 30 minutes, ils ont pris telle direction. » Ils sont bien renseignés. Ils demandent aux gens, ils sont combien? Ils avaient quel type? Ils peuvent dire, ah, en tout cas, ils étaient en moto ou bien ils sont en véhicule, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que souvent, ils s'en vont surprendre nos gens. Et ce sont nos frères, nos fils, nos enfants, nos sœurs, c'est eux qui donnent les renseignements à ces éléments-là. Puisque nos parents sont maintenant rentrés dans le jeu. À l'époque, c'était les étrangers qui venaient et ils utilisaient des relais. Maintenant, ils ont formé nos nationaux qui sont là avec nous, dans les bars, là au marché, ainsi de suite, en ville. Et c'est après, c'est eux qui observent. Et quand ils partent dans les régions, ils ont des gens là-bas qui leur donnent les informations. Mais si on essaie de faire en sorte qu'il y a une guerre, on dit qu'il y a la guerre généralisée dans le pays, et tout le monde est mobilisé. Tout le monde est mobilisé. Vous allez voir que, en tout cas, ça va atténuer les attaques et nous pourrons progressivement mettre en place des structures pour pouvoir renforcer les zones. D'accord. Merci beaucoup, M. Idrissa Traoré dit Saboteur. Je retiens sur ce volet bien précis que vous avez fait des propositions. D'abord, il faut la création d'unités spéciales à chaque 150 km le long de la bande frontalière. De la bande frontalière. Il faut également cultiver le nationalisme au Burkina Faso. Très important. Merci beaucoup à vous et nous allons évoluer et nous changeons maintenant de volet puisque vous êtes beaucoup plus connu dans le milieu footballistique. Alors, vous êtes un entraîneur bien aguerri. Vous avez été à plusieurs reprises entraîneur en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Gabon, au Burundi également. Au Niger. Et au Niger. Alors, Tunisie aussi. En Tunisie également. Alors, M. Idrissa Traoré dit Saboteur, j'ai l'impression de dire que vous êtes la Bible du football au Burkina Faso et vous êtes l'actuel entraîneur du Rail Club du Kadiogo après avoir relevé le défi l'année dernière avec la SEC de Koudougou. Alors, M. Idrissa Traoré dit Saboteur, d'abord, sur le plan football national, comment vous observez un peu l'évolution du sport roi? Bon, est-ce que vous êtes satisfait de son évolution? Est-ce que ça évolue? Ça progresse? Oui, disons que aujourd'hui, le football est en nette progression. Au Burkina? Au Burkina. Pourquoi je dis ça? Puisque moi, depuis 1959, je suis dans le football de notre pays, depuis la revoltage jusqu'à nos jours. Donc j'ai vu toutes les fédérations qui sont passées. J'ai vu comment toutes les structures se sont organisées. J'ai vu les hommes passer. Et donc, si on compare, par exemple, je prends au moment où nous, on jouait en équipe nationale. Bon, à l'époque... Vous avez commencé à Bobo Dioulasso? Oui, j'ai joué dans fonctionnaire de Bobo Dioulasso, cadet.
J'étais cadet. Avant de monter... Voilà, j'étais cadet et après, l'année où je suis monté en première division, c'est l'année que je suis venu à Ouagadougou et j'étais dans la Jeanne d'Arc de Ouagadougou. La Jeanne d'Arc, c'est ça qui est devenu Asfa Yenenga. On va beaucoup plus s'intéresser à votre expérience en tant qu'entraîneur. Parce que vous avez qualifié le Burkina Faso pour la première fois sur le terrain, de façon concrète, en 1996 pour la CAN en Afrique du Sud. On a vu ce qui s'est passé en Afrique du Sud parce que là, c'était une qualification, mais les résultats n'ont pas du tout suivi en son temps et vous avez claqué la porte en Afrique du Sud où vous avez été contraint à quitter le poste d'entraîneur national en son temps. Oui. C'était quand même choquant. Non, bon, disons que comme nous sommes en Afrique, tout est possible. Oui. Et disons que quand moi j'étais venu pour prendre l'équipe nationale, bon, personne ne voulait prendre l'équipe nationale. En 96? Oui, c'était en 93. Ah oui, oui. Personne ne voulait prendre l'équipe nationale, puisque tout le monde nous battait 3-0, 4-0, ainsi de suite. Même les matchs amicaux, quand on demandait les autres pays, les gens refusaient. Et donc, c'est là qu'on est venu me chercher en Côte d'Ivoire. Vous étiez entraîneur de la SEC. De la SEC. De la SEC d'Abidjan. Et à l'époque, là, c'est le général Ibrahim Traoré qui est venu. C'est le gouvernement qui l'a envoyé pour qu'il vienne me voir, que j'accepte de venir prendre l'équipe nationale. Je ne voulais pas. Alors, il a dit non, pour question de nationalisme, patriotisme, il faut accepter parce qu'on a besoin de toi. C'est comme ça que je suis venu prendre l'équipe. Et quand j'ai pris l'équipe, à l'époque, on me donnait 300 000. CFA. 300 000 francs CFA. Le mois. Le mois. Et donc, c'était pas ça mon problème. Mon problème, c'était de qualifier le pays. Et c'est comme ça qu'on a commencé les préparations. On a joué d'abord contre le Mali. On a battu le Mali 3-1 ici. Et 2 semaines après, on nous a dit qu'il y a un tournoi à Libreville. Et il y avait le Gabon, il y avait le Ghana, le Mali et le Burkina. Le tournoi des Black Stars. Black Stars. Donc nous sommes partis. Et notre premier match, on a joué contre le Gabon. On a battu Gabon 5-3. Et Mali a battu Ghana, je crois 1-0. Et puis nous, on a joué la finale contre le Mali. On a gagné le Mali 1-0 après prolongation. C'était Aka Tassamedo qui a marqué le but, 1-0 dans les arrêts de jeu au mois de la prolongation. C'est là, quand nous sommes rentrés, que le président de l'époque, Blaise Compaoré, m'a convoqué à Zignari. Comme vous voulez l'histoire, il m'a convoqué et il m'a dit, lui, il ne savait pas que les joueurs au niveau local ici pouvaient faire quelque chose pour le pays. Donc, comme lui, il a vu qu'ils sont capables de se réveiller, alors lui, maintenant, il va s'occuper de l'équipe nationale. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je n'ai qu'à lui faire les propositions. Oui. Donc, je lui ai fait 3 propositions. Et quelles sont ces 3 propositions? La première, les primes qui étaient données à louer aux joueurs avant, c'était 60 000 francs. Et donc, j'ai dit, mais désormais, si on veut que les joueurs se survoltent, match gagné 1 million, match nul 700 000. Il a dit, mais ça, il n'y a pas de problème. Si c'est pour l'honneur du pays, il n'y a pas de problème. Il dit, mais deuxième proposition, c'est quoi? J'ai dit, maintenant, il faut les équipements. Parce que les joueurs ont besoin d'être à l'aise et qu'ils sentent qu'on les respecte. Donc, j'ai dit, ils n'ont pas commandé les équipements. Il a donné des instructions. À l'époque, c'était le ministre général Ibrahim Traoré. Il a donné des instructions pour qu'il commande des équipements, des conteneurs. Oui. Donc, les équipements sont venus. Et là, on donnait maintenant chaque joueur un sac où tu avais tout un jeu d'équipements dedans. Alors, maintenant, troisième proposition, je lui ai dit maintenant, il faut les infrastructures. Il a dit, les infrastructures, c'est quoi? J'ai dit, bon, il faut un centre d'entraînement, non seulement pour l'équipe nationale de football, mais pour les autres disciplines également. C'est là qu'il a dit, bon, que lui, il est en train de construire son palais à Aura 2000 et qu'il y a de l'espace dans la zone là-bas. Et c'est comme ça qu'il m'a dit, tous les jeudis, de venir le voir, on va travailler pour concevoir le centre international. Le plan. Le plan. Donc, c'était derrière l'Assemblée où était son épouse. Là. Tous les jeudis, je venais là-bas et on travaillait le plan. Je me suis inspiré du plan de Clairefontaine de France que j'avais amené et on travaillait sur ça. Et quand nous avons fini, il m'a dit de trouver un architecte. Donc j'ai appelé Isaac Abel, qui était le président de l'EFO, qui est un architecte, c'est lui qui a conçu le plan architectural. Le plan initial, il y avait plusieurs terrains, basket, volley, handball, 2 terrains d'entraînement de foot. Il y avait des bâtiments construits R+2,
les villas basses. Et ça, c'était pour les joueurs. Il y avait la salle de télé, il y avait tout. Et l'autre côté, là où se trouve la fédération, là-bas, c'était la direction technique nationale, où on avait prévu 50 entraîneurs qui devaient travailler à la direction technique nationale. Et ensuite, maintenant, là où se trouvent les centres de football des écoles des Allemands, là. Oui, oui, Fogebou. Fogebou, c'est là-bas se trouvait la fédération, dans le plan. Et là-bas, il y avait un hôtel qui était prévu, 2 étages, pour recevoir les dirigeants qui devaient venir pour les stages ou les réunions. Et il y avait des villas basses pour le président de la fédération et son secrétaire général. Il y avait un autre bâtiment pour le DAF. Et maintenant, il y avait la salle de réunion et il y avait la bibliothèque. C'était là-bas. Et puis, il y avait les guérites à la porte. Il y avait une barrière pour entrer. Il y avait des vigiles, il y avait tout. Donc, le plan d'ensemble, c'était comme ça. Et donc, après ça, quand tout a été fait, moi, je me suis retiré de là, puisque moi, ma mission était terminée. Mais à ma grande surprise, j'ai vu que ce qui était dans le plan initial, ce n'est pas ce qui a été conçu comme le comète. D'accord. Voilà. Donc, c'est à partir justement donc, de toutes ces propositions que le comète a été réalisé. Le centre technique et ainsi de suite. Oui, oui. Alors, mais par la suite, apparemment, vous n'avez pas pu suivre l'évolution des choses. Non, vous savez qu'un Burkinabé vrai patriote, tu joues ton rôle. Chaque fois qu'on a besoin de toi, tu joues ton rôle avec foi. Et tu t'en vas. Et tu t'en vas. C'est comme ça. Si on dit, bon, on a besoin de toi pour telle chose, tu viens, tu fais ton travail avec bon cœur pour que le pays puisse progresser. Si on estime demain qu'on veut mettre une autre personne pour continuer, c'est comme on ajoute, on construit, c'est comme un mur qu'on est en train de construire. Moi, ma philosophie, c'est comme ça. Oui, M. Drissa Traoré Saboteur, on se rappelle qu'avant d'aller à la CAN en 1996, vous avez disputé les matchs éliminatoires. Oui, oui. Vous avez joué contre le Maroc, vous avez joué contre la Côte d'Ivoire. On se rappelle encore de ce match contre les éléphants de Côte d'Ivoire 2-2, où vous avez égalisé par Seydou Traoré à la toute dernière minute du match. Ce n'était pas évident d'aller en Afrique du Sud, mais vous l'avez fait. Mais c'est la prestation, et les gens se rappellent toujours de ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Ou est-ce que c'est l'environnement qui n'a pas été propice ou comment? Bon, en fait, au moment où l'équipe, quand je venais prendre l'équipe, comme je vous ai dit, personne ne voulait travailler autour de l'équipe nationale, puisqu'il n'y avait rien. Quand j'ai pris l'équipe nationale, l'équipe a commencé à s'imposer. On a battu le Maroc. On a fait 2-2 en Côte d'Ivoire. On a battu le Maroc ici 2-1. Et nous sommes partis faire 0-0 au Maroc. On a fait 1-1 contre la Côte d'Ivoire à Ouagadougou. On s'est qualifié premier de nos groupes, le groupe 7. Oui. Dès qu'on s'est qualifié, oui, en ce moment-là, on voyait les gens sortir de partout. Chacun venait, que lui, il est comme ça, lui, il veut faire ça dans l'équipe nationale. Vous voyez un tel, il arrive, lui il veut faire ça. Et après notre qualification, on vient dire, voilà, telle personne va s'occuper de ça. Alors qu'au moment où on devait jouer les éliminatoires, on ne voyait personne. C'est quand j'ai pu qualifier le pays maintenant que tout le monde, les gens sortaient partout pour venir imposer des choses. Même maintenant, même vouloir m'imposer des joueurs, ainsi de suite. Et là, vous n'étiez pas d'accord? Donc, c'est comme ça que les conflits ont commencé. Et donc, est-ce que c'était la fédération? C'était la fédération. À l'époque? À l'époque. C'était sous les Mohamed? Voilà. Et donc, ils ont commencé à vouloir m'imposer des joueurs, ou bien tel joueur, pourquoi tu le prends? Et notamment, Ouedraogo, il y avait un joueur là, Ouedraogo, il est de Bolgatenga là. Donc, il y avait des petits problèmes comme ça. Or, au moment de la qualification, tu voyais personne. Mais dès qu'on s'est qualifié, maintenant, vous voyez des experts partout, ainsi de suite. Est-ce que c'est ça? C'est comme ça que, oui. En tout cas, moi, j'ai préféré dire la vérité, que, en tout cas, dans cet environnement-là, moi, je ne peux pas travailler. Tu ne peux pas continuer. Voilà. Et donc, un jour, j'ai arrêté les entraînements. Avant d'aller en Afrique du Sud, j'ai arrêté les entraînements. En ce moment, c'était le président Roch qui était Premier ministre. Donc Blaise l'a dit de me convoquer. C'est lui qui m'a convoqué. Oui. Il m'a dit, va continuer ta mission. C'est pour le pays, il ne faut pas écouter les gens. Quand il m'a dit ça, j'ai dit, moi je vous respecte, j'exécute ce que vous m'avez dit. C'est comme ça que je suis parti, sinon j'avais arrêté. D'accord. C'est lui qui m'a dit de partir continuer ma mission sur instruction du président Blaise
En ce moment, Roch était Premier ministre, c'est lui qui m'a convoqué. Il est là, il est vivant. Oui, il est vivant, effectivement. Voilà. Et là, vous êtes parti en Afrique du Sud. Je suis parti en Afrique du Sud. Donc déjà, en partant en Afrique du Sud, ceux qui étaient en train de faire des coups bas, donc ces gens ont fait des coalitions pour boycotter l'équipe là-bas, pour faire des réunions nocturnes avec certains joueurs. À votre insu? Oui, à mon insu. Comment un joueur peut aller à une rencontre? Non, ce n'est pas tous les joueurs. Il y a certains joueurs qui ont essayé d'emmagasiner. Vous les connaissez, ces joueurs? Je les connais. C'est qui? Je ne vais pas dire les noms, parce que ce n'est pas bon, comme ces joueurs sont vivants. Et ils sont toujours vivants? Oui, oui. Dieu merci. Oui. Donc aux réunions là, ils ont dit à certains joueurs de boycotter les matchs. Pourquoi boycotter les matchs? Parce qu'on va organiser la CAN 98. Il faut que moi, je quitte avant la CAN 98. Sinon, si je suis là, ils ne pourront pas faire ce qu'ils veulent. Et que les joueurs seront à l'aise. Certains joueurs ont refusé. C'est d'autres joueurs qui ont refusé qui sont venus m'informer. Donc, j'ai saisi les responsables de la fédération à l'époque. Le secrétaire général, c'était Ferdinand Nikema. Je l'ai saisi et je lui ai dit que j'ai appris comme quoi il y a des réunions nocturnes pour déstabiliser l'équipe. Il faut convoquer une réunion de la fédération. En ce moment-là, on va se dire la vérité. Ça a été fait? Ils n'ont pas accepté. Voilà, donc c'est dans cet environnement-là. Et donc la réunion même, il y a une réunion qui a été organisée dans un hôtel où il y a un dirigeant de la fédération d'époque qui est à Bobo actuellement, que je ne vais pas citer le nom. Lui, il était à cette réunion-là. Et lui, il les a dit que ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas sérieux. Ils ont dit non, qu'ils vont le faire. Mais je vous préviens que lorsqu'on était là-bas, après le premier match, le ministre Tiendrebogo, Joseph, voilà, il m'a appelé. Il dit qu'on lui a donné des instructions. Oui. Comme quoi je dois classer deux joueurs. Les instructions. De qui? De Ouagadougou. Ouagadougou, c'est qui? Lui, le ministre, si les instructions viennent de Ouagadougou. C'est que c'est le président. Ah, moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, il dit que lui, il a reçu des instructions. Mais est-ce que vous avez classé les deux joueurs? Je n'ai pas classé. Vous avez refusé? J'ai refusé. C'est comme ça, la même nuit, on m'a limogé. Systématiquement? La même nuit, on m'a limogé. Pour avoir refusé de classer les deux joueurs, proposés par le ministre sur instruction de Ouagadougou. Sur instruction de Ouagadougou. Voilà, que les ordres viennent d'en haut. Ah, donc vous êtes resté stoïque. Voilà, donc c'est comme ça, la même nuit, on m'a convoqué et on m'a notifié par écrit sur des papiers volants, là, comme quoi je suis limogé. Et on m'a interdit de suivre la délégation qui devait continuer pour aller jouer dans une autre ville. Je suis resté à l'hôtel là-bas. Et le responsable de l'hôtel là m'a dit que de ne pas dormir dans ma chambre. J'ai dit pourquoi? Il dit non, lui il sait pourquoi. Et je vous dis que, en fait, les gens voulaient tenter de m'assassiner. Mais comment vous vous êtes débrouillé pour vous en sortir? Voilà, ils m'ont donné mon billet, comme quoi je peux rentrer au Burkina, de ne plus suivre la délégation. Comme ça? Oui, comme ça. Ah, c'était humiliant quand même. De toute façon, c'est Dieu qui sait ce qu'il fait. Et moi, je suis resté égal à moi-même jusqu'à aujourd'hui. Tous ces gens-là, où ils sont, ces gens-là, aujourd'hui? Est-ce que dans le domaine du sport africain ou burkinabé, est-ce que ces gens-là, on les connaît? Est-ce qu'on les voit? Mais aujourd'hui, Dieu merci, je sais que je suis là, je joue un rôle toujours positif dans notre football. Dans le football, voilà. Monsieur Drissa Traoré Di Saboteur, ça a été une grande expérience, hein? Et l'histoire va se répéter, pas de la même manière, je crois dans les années 2000, où vous êtes appelé au Burundi, en Centrafrique. Vous êtes appelé en Centrafrique pour être l'entraîneur national de ce pays. Et au même moment, le Burkina Faso disputait les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football dans le même groupe que la Centrafrique. C'est là que les Burkinabés n'ont pas aimé. Les Burkinabés n'ont pas apprécié. Comment cette posture? Pourquoi cette posture? Mais est-ce que j'ai joué contre le Burkina? C'est parce que vous avez préféré démissionner un peu. Je n'ai pas joué contre le Burkina? Oui. Oui. Quand moi je partais au Burundi, en ce moment-là, on n'a pas encore fait les tirages. C'est la Centrafrique, je crois. Non, Centrafrique. On n'a pas encore fait les tirages au sort. Voilà. C'est quand j'étais là-bas qu'il y a eu les tirages au sort. Voilà. C'est pas quand on a fait les tirages au sort que c'est parti en Centrafrique. Oui, mais justement, à l'époque, beaucoup ont pensé que vous avez été beaucoup plus derrière l'équipe centrafricaine
en les aidant d'une manière ou d'une autre. Mais quand ils ont joué contre Centrafrique, est-ce que j'étais là-bas? Est-ce que j'étais entraîneur? Non, je pose la question, est-ce que j'étais l'entraîneur? Mais vous n'étiez pas l'entraîneur? Oui. Mais pourquoi ils disent que je vais l'aider? Puisque moi, je n'étais pas là-bas. Mais vous n'étiez pas là-bas, mais vous étiez toujours en relation avec, en tout cas, les dirigeants. Je n'étais même pas en Centrafrique, puisque moi, j'avais quitté. Vous étiez maintenant à Ouagadougou? Oui. J'étais à Ouagadougou quand ils jouaient contre Centrafrique. Oui, mais après ça, vous êtes nommé entraîneur national des étalons de Burkina. Oui. Et vous avez démissionné par la suite. Oui. Et ça aussi, on a estimé que c'était une fuite de responsabilité, oui, parce que vous étiez peut-être convaincu qu'on ne serait pas qualifié à la CAN. Quelle année? Je crois que c'était en 2007-2008, pour la CAN au Ghana. Non, peut-être que... Rafraîchissez-nous un peu la mémoire. Voilà, je vais vous expliquer. Allez-y. L'année là, où moi j'ai démissionné, c'était sous le CMRPN. C'était Boni Moussa Jor qui était ministre, ministre des Sports. En ce moment-là, on était en stage à Matruku. C'est Jacques Yamego qui était mon adjoint. Et après l'entraînement, moi j'ai pris ma voiture, je suis venu en ville et donc pour faire une course. Quand je suis revenu trouver que l'équipe nationale n'était pas à l'emplacement réservé pour, en somme, au réfectoire, ni pour manger, ni rien. Alors, je pose la question au gardien, je dis, mais l'équipe est où? Il dit que il y a l'inspecteur de sport là, de l'époque, qui a envoyé les chercher. L'inspecteur là, c'était Bognini. Bognini, vous l'avez connu? Oui, Edouard Bognini. Voilà, c'est lui qui était l'inspecteur de sport là-bas. Donc, ils sont venus chercher les joueurs et j'ai dit, mais où ils sont partis? On dit, ils ne savent pas. Donc, moi, j'ai essayé de sillonner. En allant vers mon côté, là où se trouve la prison civile, il y a un bar à droite là. Je suis venu trouver, le car était là-bas, les joueurs étaient là-bas, en train de boire. Alors qu'on avait un match contre le Nigeria. C'était un match amical, oui, on devait le jouer au Nigeria. Et donc, moi, j'ai estimé qu'à partir du moment où on est en train de préparer une équipe, on ne peut pas venir les prendre pour venir les laisser s'adonner à l'alcool. D'accord. Donc, c'est comme ça que j'ai dit à Bognini que moi, en tout cas, je ne suis plus l'entraîneur. Il dit comment ça? J'ai dit non, c'est fini. Et vous avez démissionné? J'ai pris ma voiture et je suis venu à Ouagadougou. Je suis venu rendre ma démission au ministre Boni Moussa Georges. Et lui m'a supplié de ne pas parler de ça dans la presse. C'est pour cela que les gens n'ont pas su. D'accord. Voilà. Donc, c'est là que j'ai démissionné. Vous avez démissionné, voilà, mais peut-être qu'en 2008, vous avez été démis de vos fonctions. Voilà, 2008, oui, ça c'était, on devait jouer contre, c'était 2006, on devait jouer contre le Sénégal. C'était le premier match de Pitroapa là. Oui. Charles Kaboré. C'est vous qui avez révélé Pitroapa? Voilà, Pitroapa, Charles Kaboré, tous ces gens-là, c'était leur premier match en équipe nationale première. Bakary Koné, et Paul Koulibaly, ainsi de suite. Et puis Narcisse Yamego, qui était au Portugal. Donc, quand je suis arrivé, on m'a dit que Narcisse Yamego ne doit pas être classé dans l'équipe nationale. J'ai dit pourquoi? J'ai dit, ils ont quand même montré le papier qui dit qu'on ne doit pas le convoquer en équipe nationale. On me dit non, que c'est les instructions qui viennent d'en haut. J'ai dit, bon, il faut qu'on me donne un papier. S'il n'y a pas un papier, comme quoi il ne peut pas jouer dans l'équipe nationale. Et puis des faits qui sont irréfragables, c'est-à-dire des faits qui sont justifiés. Voilà. Et donc, sinon, moi, Narcisse Yamego sera convoqué, s'il est bon. C'est comme ça que, pour acquis de conscience, j'ai demandé qu'on me donne un billet pour que j'aille faire une tournée en Europe. Oui. C'est là que j'ai été faire une tournée en Europe pour aller voir les joueurs. Quand je suis parti, j'ai constaté que des joueurs étaient convoqués, des joueurs n'avaient pas de club. Mais on disait un tel, par exemple Rouen, un tel Nantes. C'est un exemple que je donne. Oui, oui. On cite le nom des villes, les gars savent prendre les convocations avec un fax quelque part. Des clubs fictifs. Donc, c'est là quand j'ai fait le tour, j'ai vu que certains étaient convoqués en équipe nationale, n'avaient pas de club. Et c'était vraiment de l'amusement. Et je suis parti au Portugal. J'ai été assisté à un match de Narcisse et je l'ai vu. Il a joué, il était en forme, il a même marqué le but de la victoire. C'est là, à la fin du match, je suis descendu, venir le saluer. Il a dit comment? Comment j'ai fait pour arriver ici? J'ai dit non, moi je suis là, ça fait 3 jours. J'ai dit je venais chaque fois à vos entraînements, mais tu ne me vois pas. Il dit mais que donc, moi je suis venu à cause de lui, j'ai dit oui. J'ai dit je vais le superviser. Il dit tonton,
tu risques d'avoir des problèmes. Et c'est comme ça qu'il a été convoqué. C'est comme ça qu'il m'a dit, tonton, tu auras des problèmes parce que moi-même, j'ai peur de rentrer au Burkina. Parce qu'on avait menti sur moi, sur un fait qui n'était pas avéré. Ça dit que il jouait dans la Jeanne d'Arc de Dakar. La Jeanne d'Arc de Dakar est venue jouer ici contre la l'ASFA Yenenga. Ils sont partis s'entraîner sur le terrain de l'EFO. Et quand ils ont fait l'entraînement et passaient, les joueurs de Sénégalais, la Jeanne d'Arc, ont vu la maison du domicile de François Compaoré. Ils ont dit, ah, mais la maison est bien construite. Hein. C'est là, Narcisse a dit que c'est la maison du petit frère du président. Les joueurs sénégalais ont dit, ah, que c'est lui qu'on a accusé qu'il a tué le journaliste Norbert Zongo. Voilà comment les faits sont passés. Narcisse n'a rien dit. Et donc, la Jeanne d'Arc a battu l'ASFA Yenenga. Le conducteur du car, là, qui était de l'ASFA, comme Jeanne d'Arc a battu l'ASFA, lui, il n'était pas content, il est parti faire des fausses calomnies pour dire que c'est Narcisse qui a dit telle chose contre François Compaoré. C'est comme ça qu'on avait donné des instructions. Tout entraîneur qui venait ne devait pas convoquer Narcisse Yamego. Et vous avez brisé ce mythe-là? Quand moi j'ai été le voir, je sais qu'il peut jouer pour le pays, je l'ai amené. Et comme la veille le jour du match, samedi matin, on m'a convoqué au Comet, la fédération, dirigée par Salif Kaboré, ton homonyme. Et il m'a dit, bon, tous les jeunes que j'ai classés, de les enlever. Je lui ai dit, tant que moi je suis l'entraîneur, les joueurs que j'ai classés, les jeunes les vont jouer. C'était les Pitropala. C'était leur premier match. En ce moment, le Sénégal venait du mondial. Ils ne peuvent pas accepter des gens qui viennent du mondial. Moi, je mets les enfants, on va nous mettre 7-0, ainsi de suite. J'ai dit non, moi, je maintiens ma formation. Si vous voulez m'enlever, on m'a dit bon, des sorties, ils vont se concerter. Je suis sorti, après, ils m'ont dit de venir. Je suis venu, ils ont dit bon, de toute façon, il faut partir avec l'équipe, mais on va nous battre au moins 7-0. Le public va te frapper au terrain là-bas. C'est là que j'ai répondu, j'ai dit c'est entre Dieu, les joueurs et moi. Donc j'entendais chuchoter dans la salle qu'il est devenu fou. Ils ont dit que je suis devenu fou. Donc je n'ai rien dit. Et effectivement, le soir, quand nous sommes partis, les jeunes, ils ont prouvé et on a gagné 1-0. Et puis 3 pas à celui qui a occasionné le pénalty, et c'est Narcisse qui a marqué le pénalty. Et c'est comme ça que, après, on m'a limogé. On vous a limogé. D'accord. En tout cas, on a compris cela. Alors, on va aller très rapidement, on n'est pris pas le temps. M. Drissa Traoré, dit saboteur. Actuellement, vous êtes entraîneur du Rail Club du Kadiogo. On a vu un peu que vous avez crié le ras-le-bol par rapport donc, à un certain nombre de comportements des arbitres lors de votre dernière rencontre à Manga. Alors, franchement, il y a des moments où il n'est pas bon d'être entraîneur. Oui, de toute façon, je dis que le football, il y a le football et son environnement. Oui. Dans l'environnement du football, chacun joue un rôle. Et autant les arbitres jouent leur rôle, autant les joueurs jouent leur rôle, autant les entraîneurs, autant le public, les supporters, les dirigeants. Et donc chacun a un rôle, mais il faut que la morale soit respectée. Oui. Au moins un minimum de morale. Vous vous rappelez qu'on a un arbitre qui avait été suspendu par la CAF. Vous vous rappelez? Bien sûr. Voilà. Toujours, c'est pour les affaires, des affaires d'immoralité. Alors, donc, si nous voulons nous faire... Affaire d'argent. Bon, en tout cas... On prend de l'argent pour gruger. Ça peut être l'argent, ça peut être des propositions en matériel et autres, ça dépend. Voilà. Mais... C'est le cas qu'on vit actuellement au Burkina? En tout cas, nous, on sait qu'il y a certains matchs que les arbitres, les dirigeants de la Ligue professionnelle doivent faire beaucoup attention. Il y a des matchs, je sais qu'il y a 4 équipes au Burkina. Si ces équipes-là jouent, les dirigeants doivent ouvrir les yeux. Citez-nous les 4 équipes. Non, je ne cite pas les noms. Je ne cite pas les noms parce que... Mais il y a 4 équipes. Il y a 4 équipes que quand ces équipes-là jouent là, contre vous, en tout cas, il faut que la Ligue professionnelle suive de près les dirigeants. Parce qu'il y a certaines équipes qui passent par des anciens arbitres. Les anciens arbitres qui ont été des arbitres ou bien même qui ont dirigé le corps arbitral, qui sont maintenant à la retraite. Ces gens-là, ils ont des éléments toujours parmi les arbitres-là. Souvent, il y a des dirigeants qui passent par eux. Et c'est eux qui prennent les dessous des tables pour aller donner aux arbitres. Voilà. Et donc, ça, il faut qu'on fasse beaucoup attention. Et dans tous les cas, si ça continue là, le scandale que les gens veulent là,
ils auront le scandale. Il y aura du scandale. En tout cas, si ça ne cesse pas, il y aura le scandale. Voilà. C'est moi qui le dis. Moi, je suis commissaire de police. Oui. Voilà. Vous avez toutes les informations. Je sais ce que je dis. Et nous sommes là pour construire notre football. Mais tant que les gens ne vont pas ouvrir l'œil, tant que les gens ne vont pas suivre la morale, pour que le football soit équilibré, pour que tous les filles du pays puissent jouer sur à égalité de chances, en tout cas, il y aura des moments où on sera obligé de tout dénoncer. D'accord. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, M. Drissa Traoré, dit saboteur. Alors, coach, une dernière question. Alors, en 2020, ce sera le renouvellement des instances du football au Burkina Faso. Quelle est votre lecture? Bon, avant de parler de ça, oui. Allez-y rapidement. Rapidement, vous savez que le dernier match de Manga où j'ai parlé, oui. Vous savez que la télévision nationale a présenté le but qu'on a marqué, le penalty, oui. Ils ont présenté ça 2 fois. Donc ce que j'ai dit, ce n'est pas faux. Il y avait une main. Oui, il y avait une main, la télévision a présenté. Donc ce que j'ai dit, ce n'est pas faux. Et comment des pénaltys flagrants comme ça, c'est 2 pénaltys que nous avons eu. Contre Royal, on a eu pénalty. Contre Sonabel, on a eu 2 pénaltys. Ça fait 3 matchs qu'on joue. Chaque fois, on a des pénaltys. Oui, sur le sujet, vous n'êtes pas le seul entraîneur à vous plaindre de ça. Hein. Répondez maintenant à notre question. Bon, 2020, les élections. Oui. Il est évident que, comme je vous ai dit, avec mon expérience du parcours de notre football, en tout cas, quand on regarde depuis toutes les fédérations qui sont passées jusqu'à aujourd'hui, la fédération actuelle, elle a fait un travail, en tout cas, à peu près 80% de performances par rapport aux autres équipes. Et vous pensez qu'elle doit rebeloter cette fédération? Mais normalement, si on regarde les performances que la fédération actuelle a eu à faire, regardez, lorsqu'elle est arrivée, si on prend même du point de vue comptable, on est arrivé en finale, on est arrivé en demi-finale. Depuis notre parcours, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, quelle fédération qui a fait ce parcours? Même les cadets ont eu aussi un parcours honorable. Bon, et tout récemment, nos juniors, ils ont pris la coupe au Maroc. Oui, c'était les Jeux africains. Les Jeux africains. La médaille d'or. La médaille d'or. Donc, quand vous regardez du point de vue même performance au niveau des clubs, cette fédération, personne n'a atteint son record. Regardez sur le plan organisationnel. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites par rapport à avant. Les clubs avant n'avaient même pas combien, 500 000 ou bien quoi. Mais aujourd'hui, les clubs, je crois que chaque club maintenant a des subventions qui partent à plus de 10 millions. De francs CFA. De francs CFA. D'accord. Bon, maintenant quand vous regardez les terrains, aujourd'hui, c'est le terrain de Koudougou seulement, où ce n'est pas gazonné ni synthétisé. Alors, au niveau de beaucoup de clubs, il y a eu des réflexions, des terrains bien clôturés, ainsi de suite, avec des grilles, ainsi de suite. Là. Point de vue formation, quand vous prenez la formation des entraîneurs, la formation des arbitres, la formation des managers, et les conventions que nous avons signées avec beaucoup de pays, comme par exemple le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Gabon, et même la France. Donc, c'est dire que quand on regarde le travail qui est fait au niveau de la fédération actuelle, en tout cas, il y a un progrès net par rapport aux autres fédérations. D'accord. Est-ce que ce travail que cette fédération a amorcé, est-ce qu'il faut venir tout casser et quelqu'un va venir pour tâtonner pendant 2 ans encore pour chercher les repères? Donc, moi, je pense que, comme nous sommes en football, c'est bon toujours c'est-à-dire qu'on peut garder la tête pensante. Cette tête pensante peut, par exemple, commencer à chercher des gens qu'on va commencer à former pour les intégrer au fur et à mesure. Je crois que beaucoup de pays ont fait ça. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, M. Drissa Traoré, dit saboteur. En tout cas, c'est fini pour cette émission. En 1 minute, vous allez regarder la caméra et vous adresser au monde sportif du Burkina. Allez-y. Chers amis sportifs, peuple du Burkina, en tout cas, je vous remercie de m'avoir adopté depuis que je joue au football jusqu'à aujourd'hui. Et je remercie tous les Burkinabés qui me soutiennent jour comme nuit. Et je remercie également mes dirigeants actuels, le Rail Club du Kadiogo. Et je sais que on a hérité d'une situation qui est très difficile,
mais nous allons travailler pour pouvoir en tout cas nous repositionner dans les jours à venir. Merci beaucoup à vous, M. Idrissa Traoré, dit saboteur, d'avoir accepté notre invitation. Mesdames et messieurs, c'est fini pour ce numéro. Merci à vous qui l'avez suivi et on se donne rendez-vous la prochaine fois pour un autre numéro. Très bonne suite de programme.